Alors on va voir comment est-ce qu'on a entre guillemets, géré le petit crash qu'on a eu ces derniers temps sur le marché boursier, donc entre lundi et aujourd'hui. On va voir tout ça. Donc là on est sur le S&P 500 en weekly. Donc ça c'est le tracker qui est le SPY. Paf. Alors. Donc là si on regarde en weekly, en fait on est toujours acheteur. Donc on n'a pas encore une correction, on n'est pas en dessous des moyennes mobiles, ce qu'on va dire en long terme. On n'est pas en dessous de la moyenne mobile, en fait 50 périodes. Et si je prends maintenant un journalier, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que maintenant on est dessous. Donc je vais vous expliquer ça. Donc voilà. Donc pour moi, selon ma manière de voir un peu les marchés, c'est que si on se retrouve en dessous des moyennes mobiles, on devient vendeur. Et là on voit en fait qu'on se retrouve actuellement en dessous des moyennes mobiles et qu'on a un RSI qui se trouve aussi en dessous des 50%. Donc pour là, de manière assez simple, en daily, donc moyen court terme, on serait vendeur. Donc pour qu'on reparte à la hausse, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait justement qu'on vienne peut-être consolider par ici et qu'on vienne repartir au-dessus d'une moyenne mobile et elle qui reparte avec un RSI qui repasse au-dessus des 50% en daily. Et je reprends juste le weekly, comme ça on a une bonne idée. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc on est encore haussier, d'accord, c'est pas un problème. Ici on peut voir qu'on a aussi déjà eu des grosses baisses et qu'on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 50 périodes. Ce qu'on n'a pas envie d'avoir ou de se retrouver dans une situation comme ça, c'est comme on a ici. Donc là on parle de janvier 2022, excusez-moi, où justement on est passé en dessous des moyennes mobiles au-dessus, et ensuite on est vraiment resté en dessous du RSI. Donc on voit en dessous du RSI et on est resté en dessous de la moyenne mobile. Et là on se retrouve dans une zone de stagnation qui a quand même duré une année. Donc le but il n'est pas de se retrouver dans un marché comme ça. Donc là c'est pas encore le cas, d'accord, on est vraiment au-dessus de la moyenne mobile, donc c'est pas forcément un problème, hein. On va peut-être descendre sur le RSI ici, enfin sur les 50% du RSI et venir s'appuyer sur la moyenne mobile et pour repartir à la hausse après. Ce que j'ai fait pour ma part dans la gestion de ce mini crash, si on peut appeler ça comme ça, et si ma gestion était bonne, ça on le verra par la suite, c'est que j'ai déjà voulu en fait verrouiller cet mes gains. Donc j'avais un prix d'achat à 476 et j'ai revendu à 520. Tout ça je pourrais vous le prouver tout à l'heure, j'ai tout ce qu'il faut pour vous montrer ce que j'avance. Donc un instant, on va juste voir ici les différences. Donc voilà, j'avais fait 7% voilà, de gain dessus, donc j'ai retiré. Au plus haut, j'étais à 18% et là je n'ai pas retiré, je suis resté investi. Voilà. Comme quoi on n'achète pas au plus bas et on ne vend pas forcément au plus haut, mais ce qui est loin d'être ma stratégie. Donc ensuite, j'avais d'autres actifs. Je parlais des actions. Et une qui est très intéressante, c'est TSM. En fait, on se rend compte que j'avais acheté à un très bon prix, à 84, mais par contre, j'ai revendu en fait au plus mauvais prix. Donc voilà, je l'ai revendu à 134. Alors bien sûr, il y a toujours un bénéfice dessus. En pourcentage, on est à combien? Voilà, 58%, c'est pas horrible du tout. Mais si on regarde concrètement, j'aurais pu repartir avec 124% si j'avais revendu au plus haut, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, si j'ai envie par exemple de me repositionner dans l'actif, le problème il est que je vais perdre en fait combien de pourcents? Je vais perdre 13% de rendement, donc pour revenir au même prix. Donc actuellement, je ne vais pas racheter directement du TSM. Si on regarde par rapport au RSI, on se retrouve toujours au-dessus de la zone de 50%, ce qui est très bon. En weekly, on est acheteur. On se trouve également au-dessus de la moyenne mobile. Et si je prends daily, en daily par contre, qu'est-ce qu'on a? On est en dessous de la zone de 50%. On est venu taper sur la zone de 50% pour redescendre. Donc ça, c'est un signe plutôt vendeur sur le RSI. Et ici, on est aussi très clairement en dessous des moyennes mobiles. Donc pour moi, je me suis sorti de cet investissement pour ces raisons-là, d'un point de vue technique.
Ensuite, on va juste jeter un petit coup d'œil d'un point de vue comment dire ça, fondamental. Donc la valorisation, on est à 26. Donc le pair, il est de 26, ce qui n'est pas énorme, hein. Franchement, c'est quelque chose de tout à fait correct quand on connaît la qualité de l'entreprise. Donc là, c'est pas très élevé. Il y a un rendement dividende qui peut être intéressant de 1,17%, qui n'est pas incroyable. Et on se rend compte que les bénéfices sont toujours supérieurs aux estimations. Et je vais juste prendre en annuel. Qu'est-ce qu'on a? En fait, on a une boîte qui imprime grosso modo de l'argent, car elle a des revenus, une marge nette de 38% et de 44% pour l'année passée, 37, 38, 32. Donc en fait, c'est extrêmement stable, ça gagne beaucoup d'argent depuis 2019. Et on voit clairement que c'était en hausse. Et là, une petite baisse, mais qui est encore... je pense que ça peut être tout à fait normal. Donc il n'y a aucun souci pour moi, c'est une très belle action. Est-ce que j'aurais dû vendre? D'un point de vue technique, oui. D'un point de vue fondamental, absolument pas. Et en fait, c'est ce qui nous résume ici. Techniquement, il faudrait vendre, et fondamentalement, bah non, parce que ils estiment un objectif à 209. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux? Ça, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, parce qu'on pourra avoir des stratégies justement pour se repositionner dans ces actifs où on est sorti de manière un petit peu peut-être maladroite. Parce que, bah, il faut l'avouer, hein, ça n'a pas été le meilleur point de sortie. Ensuite, j'avais aussi du Google. Alors, Google, il est où? Il est là, voilà. Donc voilà, je vous avais préparé un petit peu ça. Donc pareil, j'ai vendu à 157 et j'avais acheté ici. Donc je l'avais acheté à 100. Donc pareil, 57%. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en dessous de la moyenne mobile 50 périodes. D'accord, on est venu presque taper dessus et redescendre. C'est en daily ici, donc on est encore en dessous. Et si on va prendre le RSI en weekly, qu'est-ce que ça dit? Donc ça dit que nous, on est presque dessus en fait là en weekly, donc on aurait corrigé en fait tout, comment dire ça, l'excès à la hausse. Et maintenant on est sur notre zone de 50% du RSI. Donc là, je pense que c'est une zone où il faut être entre guillemets prudent. On a vendu à 157, elle est valorisée à 158. Donc on pourrait se repositionner sans avoir trop de pertes ou quoi que ce soit si on le désire. On va juste regarder aussi un petit peu les fondamentaux. Donc techniquement, j'attendrai avant de me repositionner parce que j'aimerais quand même qu'en daily, on ait quelque chose d'un petit peu mieux que ça. Pour moi, là, si je prends 4 heures, voilà. Pour moi, on est quand même bien en dessous. Là, on voit qu'on est tapé 2 fois et puis ça redescend chaque fois. Pour moi, je chercherais une sorte de divergence en bas pour justement avoir quelque chose qui nous inciterait à racheter Google. Actuellement, rien ne m'incite à acheter Google. Donc voilà, fondamentalement, qu'est-ce qu'on a? On a un rendement dividende de 0,5% qui n'est pas forcément intéressant. Pareil, on a une action qui n'est pas fortement valorisée, hein. On a un pair de 24, grosso modo. Earnings per share de 7, donc c'est toujours très intéressant. Et on se rend compte aussi que niveau bénéfice, on atteint chaque fois et on dépasse même les prévisions. Donc c'est très très bien. Et d'un point de vue croissance, on a quelque chose de magnifique à 21, 22%, 29% de marge nette, 21% de marge nette et 24% de marge nette et un chiffre d'affaires qui est croissant. Donc c'est exactement ce qu'on cherche. J'avais une fois parlé, peut-être pas dans une de ces vidéos, comment dire ça, la stratégie de l'escalier. C'est un petit peu ça en fait. On va chercher un actif qui va vraiment vendre chaque année de plus en plus et puis éviter les pics, les baisses, les pics. Donc voilà. Donc d'un point de vue technique, eux ils sont aussi vendeurs et d'un point de vue fondamental ils sont aussi acheteurs. Donc voilà, à voir dans le futur, est-ce que c'était juste ou est-ce que c'était faux? Je pense que c'est une action qui va repartir à la hausse. Est-ce qu'elle va repartir tout de suite? Je sais pas. J'ai envie d'attendre un petit peu, voir comment ça réagit. Bien que je suis pas un investisseur actif, mais je fais un petit peu de stock picking et ce sont des actions que je regarde quand même un petit peu. Mais en fait sur Interactive Broker on ira après et je vous montrerai en fait que j'ai réellement vendu à ce prix-là, enfin que c'est pas du pipeau. Donc on se rend compte que j'avais acheté ici. Donc pourquoi j'avais acheté par là? Justement parce qu'on était dans cette zone ici avec justement notre RSI qui repassait. Et je pense que si on descend daily, on devait avoir quelque chose d'un peu plus clair sur ma période d'achat. Voilà, là exactement. En daily, on avait une divergence. Donc je vais juste vous la tracer comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez celle-ci?
Ça, c'était une divergence pour moi sur le RSI. Donc on voit que les points bas sont toujours de plus en plus hauts, donc il y a de plus en plus d'attrait à l'achat en fait pour l'actif, et que petit à petit, ben, lui, il se corrige. D'accord. Donc c'est ce qu'on a pu voir, hein. On était toujours de plus en plus haut ici, mais c'est pas pour autant qu'on allait plus haut là. Donc là, j'ai pas acheté, on repasse par-dessus, j'attends une correction, on retombe au-dessous, ok, ça remonte, j'attends une correction, ici, on reste au-dessus. Donc pour moi, à partir de là, on devenait acheteur. Ensuite, on a aussi la moyenne mobile qui s'est retournée et on se situe au-dessus de la moyenne mobile. Donc à partir de là, moi j'ai pris ma décision d'achat qui a été la bonne parce qu'en fait je suis vraiment rentré presque au meilleur moment. Je suis rentré un petit peu avant l'explosion à la hausse, ce qui m'a permis de prendre un petit 10% cadeau, en guillemets. Donc voilà, et j'aurais pu faire beaucoup mieux aussi en sortant à un meilleur moment, mais pour moi c'est une valorisation là je me suis posé la question parce que c'est vrai que c'était fortement valorisé, mais enfin voilà, je suis très content de ce que j'ai fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Par exemple là on a Fastenal. Alors ça j'ai pas vendu, d'accord, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas vendu, et c'est assez simple de le voir ici, c'est que là j'aurais dû vendre en fait ici si je voulais vendre, d'accord. Pour certaines raisons, j'ai décidé de garder parce que il n'y avait pas un fort impact en fait dans mon portefeuille. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est monté, on est retombé. Et ici, il faut faire très attention. Je suis en fait sur ma zone de neutralité du RSI et là, je suis encore au-dessus de la moyenne mobile, d'accord. Donc voilà. Si je regarde ici, ben là, on a, comment dire, c'est une grosse correction. On va venir, je l'espère, on va rester au-dessus de la moyenne mobile. J'aurais envie de dire, quand je vois ça, c'est plutôt vendeur. On va pas se mentir. Ça reste acheteur, on peut le garder en portefeuille, mais il faut s'attendre à avoir une correction. On va regarder juste un petit peu les fondamentaux. Donc là, on voit, on a un PE de 33, donc en fait, elle est déjà beaucoup plus chère que Google qu'on a pu regarder avant, et TSM, et on a un rendement dividende de 2,35, à savoir que moi, je l'ai acheté à 52, donc mon rendement dividende, il est un peu au-dessus. Donc niveau bénéfice, on est pas mal, hein. On voit ici, on est un tout petit peu en dessous, mais moins de 2%, donc c'est très très bien. Voilà, et on se rend compte que là, pareil, hein, on a la stratégie de l'escalier, entre guillemets, et avec des marges nettes de 14%, 15, 15, 15, 15. Donc voilà, c'est très très stable. Les marges sont toujours bonnes, et il y a de la croissance. Donc pour moi, c'est une entreprise qui est bon d'avoir en portefeuille. En plus, c'est un dividende qui est agréable, qui va permettre de retenir un peu les secousses. Donc techniquement, eux, ils nous recommandent fortement de vendre. Voilà, donc je pense qu'ils n'ont pas forcément tort. Et d'un point de vue valorisation, ils seront plutôt neutres. Donc là, on pourrait se dire, bon, bah, faudrait vendre parce que on n'attend pas grand-chose en termes de valorisation. Et techniquement, ils recommandent, bien que je ne prends pas en compte leurs analyses techniques, je fais mes propres analyses selon les méthodes que j'ai apprises. Et c'est celle-ci qui me donne un résultat. Je ne me base jamais sur, par exemple, une information. Voilà, certaines personnes le font, moi je ne le fais pas. Je fais mes propres analyses et à partir de là, je déduis est-ce que j'achète ou je vends. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais encore? Oui, très intéressant, j'avais du VIX. Et je vais vous expliquer, en fait, le VIX c'était quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc je n'ai pas acheté directement le VIX, d'accord, mais j'ai acheté en fait une option. Cette option, je l'avais achetée pas à 11, je devais être un peu plus haut. Et ma théorie était qu'on était en année d'élection américaine. Donc en fait, j'ai acheté un call ici, il est pour le mois de novembre, enfin, voilà. Et je l'ai acheté avant, début d'année, janvier ou février, je ne sais plus exactement, et je ne l'ai pas noté là-dessus. Donc je l'ai payé à environ 13. Donc le prix de mon call, il était à 1,45. Pourquoi il était à 1,45? La valeur intrinsèque, elle était faible, parce que le VIX était bas, mais par contre, j'avais beaucoup de valeur temps. Et en fait, cette valeur temps, j'ai dû la payer. Ma théorie, elle était que, en moyenne, on arrivait tous les 6 mois, je crois, quelque chose comme ça, ou un peu moins de tous les 6 mois, on était au-dessus de 30, où on touchait les 30. Et je me suis dit, je vais acheter un call en fait à 33, avec une date d'échéance au mois de novembre, donc
juste avant ou juste après les élections américaines. Je me suis dit, de toute manière, ce qui va se passer avant ça, c'est que les marchés ils vont bouger. J'ai pas pensé que Trump allait se faire tirer dessus. J'ai pas pensé que, comment dire ça, les annonces de chômage américain seraient mauvaises et tout ça. Ça, je l'ai pas pensé. Je me suis juste dit, année d'élection, il y a une forte possibilité qu'il y ait de la volatilité. Et on se rend clairement compte ici qu'on a un VIX qui a atteint les 65. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon option? C'est que mon option, est-ce que j'arrive à dessiner un petit peu quelque chose pour que ce soit peut-être plus clair pour vous? Est-ce que là il y a un stylo là? Pinceau, bon, on va essayer avec le pinceau. Je vais faire avec la souris, donc je suis pas très bon. On va dire que moi j'achète mon option à 13. D'accord, on était là. Ou je sais pas, peut-être à. C'est quelle couleur? On va mettre du noir. Mieux. Paf. Je l'achète ici. Je vais zoomer un peu. Voilà, ça va être mieux. J'achète mon option ici, à 14. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je recommence, comme ça on a une explication claire. Allez. Voilà. Excusez-moi juste pour ça, on va faire mieux. Voilà. Donc, mon option, je l'ai acheté là. Donc, ce qui veut dire qu'on est à 15. Ensuite, là, elle monte un petit peu. Très bien. Donc là, en fait, je me retrouve avec une option que ce que l'on appelle, elle est out of the money. Parce que mon call, il faut savoir qu'il est là. Il est à 33. Check. Là. J'ai vendu un call. Donc là, en fait, je suis out of the money. Je ne suis pas dans la monnaie. Et moi, mon objectif avec ma stratégie, c'était d'arriver dans la monnaie. Donc, ce qui veut dire que là, on est monté. Ok, je perdais moins. Vu que j'ai acheté un call, il avait un prix. Je l'ai acheté à 1,44. Et ça, on fait x100. Parce qu'en fait, c'est 100 actifs VIX ou actions VIX. Et donc, ça m'a coûté 144. J'en avais 2. Ça m'a coûté 290 $. Donc ici, je me retrouve à perdre un peu moins, mais je perds toujours dans les 150 ou 200 $. Ensuite, là, ça redescend. Je me retrouve à perdre toujours mes 190 $, parce que même s'il baisse un peu en valeur, vu que j'ai acheté quelque chose qui ne vaudra peut-être rien derrière, ou moins que ce que j'ai acheté, j'ai de toute façon perdu. Et ensuite, là, on est monté, 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 et à un moment, est-ce que je vais le mettre en daily, comme ça? Est-ce qu'en daily, c'est bien? Bah, ça reste... on va le mettre en heure, et l'idée, elle est vraiment qu'on puisse voir... Voilà. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, à 28, je regarde en fait mon téléphone et je me dis, bon bah, parce que j'avais l'application sur le téléphone, je regarde et puis je me dis, bon, je perds encore, mais je perdais 20, 40 francs. Et là, je me suis dit, bon, ce qui peut se passer, c'est que je vends maintenant et j'ai pas trop perdu. Et après, je me dis, bon, il reste du temps, enfin, voilà, je prends pas la décision. En fait, ici, je me rends compte que je me retrouve at the money. Donc, quand on est à 33, donc j'avais un call que j'ai acheté à 33, on se retrouve à 33, on dit qu'on est at the money. Donc là, en fait, on est grosso modo à zéro. La chose, elle est qu'on va vendre encore la valeur temps qui reste. Et entre le mois de janvier ou février que j'ai acheté et le mois d'août jusqu'au mois de novembre, il y a beaucoup moins de valeur temps. Donc je ne gagne pas grand-chose. Je suis toujours un peu perdant à ce moment-là. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il a explosé et il a atteint les 66. Alors moi, je ne sais pas exactement à combien j'ai vendu. Je vais voir si on peut trouver ça là. Hop, parce que... Hop, attendez, je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Je mets VIX. Ok. Est-ce qu'il va me les donner? S'il ne me les donne pas là, il faut que j'aille sur bar chart. VIX. Paf, paf. Ce que j'aimerais, c'est de voir en fait la valeur de mon option, comment elle a bougé. Et là, j'arrive pas à le voir.
là, on va déjà juste mettre septembre et novembre. Hop là, voilà. Donc j'avais le VIX qui était à novembre. Hop, j'avais un call. Donc là on voit il est bien retombé, mais est-ce que j'arrive à voir? Je crois pas que j'ai réussi à avoir le graphe ici. Alors attendez, on va juste essayer. C'est vraiment intéressant si on arrive à voir le graphe. Tac. Ah. X. Ah, voilà, je m'excuse, on va être bombardé de pubs. Hein. Je suis désolé. Option price. On va aller là. Le VIX. Normalement, si je dis pas de les expirations, c'est une monthly novembre. C'était celle-là que j'avais. Et j'avais 33. J'ai mon strike à 33. Ok. Maintenant, est-ce que je peux voir le graphe? C'est un call, mon petit. Ok, je vais voir le graphe. C'est où que je vois ça? Je m'excuse. Où est-ce qu'il est passé ce graphique? Mince. Option float. Ouais. Mince, je m'excuse. C'est quand même dommage, ça aurait été vachement bien. Que je puisse vous montrer le chart et comme ça vous aurait vraiment... vous aurez vraiment compris comment en fait j'ai gagné de l'argent dessus. Bref. Bon, tant pis, si on le trouve pas, c'est pas grave. Mais ouais, je trouve pas. Bref. Flûte. Ça m'embête. Parce que d'un point de vue... enfin, pour expliquer, ça aurait été super intéressant. Ce qui s'est passé en fait, c'est que le prix de l'option, je savais pas à combien elle allait monter et je l'avais mis à vendre à 173. Ce qui me permettait, ce que j'ai noté quelque part. Ce que j'avais noté. Tac. Voilà. Ici, en fait, j'avais mis un ordre que s'il atteignait les 173, enfin les 1,73, je vendais. Et c'est ce qui s'est passé. Ça fait que j'ai gagné environ 50 francs parce que j'avais deux positions. Bref, dans ces eaux-là, et ça m'a permis en fait de compenser légèrement certaines, pas pertes, mais moins-values que j'ai fait sur mes titres. Donc, après le S&P, je l'ai vendu à pas un très bon prix parce que j'aurais pu le garder. Aujourd'hui, les actions que je regarde et comment est-ce que je vais gérer un petit peu justement cette phase un peu de volatilité et autres, c'est que pour le moment le VIX, je vais le laisser parce que je suis pas certain qu'on reparte dans des gros pics. C'est ça en fait, c'est que pour moi les marchés sont encore haussiers. Je me méfie, mais pour moi ils sont haussiers. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais vous prendre... voilà. Là, je vais vous expliquer une stratégie que j'ai utilisée pour en fait cette action-là. Donc ici, vous avez des zones que j'ai tracées en orange. Ici, c'est ce qu'on appelle en fait de l'imbalance.
D'accord? Donc pour moi, c'est des zones où le prix il doit venir retracer. Et là, on voit clairement qu'il va venir tracer une fois dedans. Une fois qu'il avait retracé ici, il est parti à la hausse, il est venu retracer dans celui-là. Ensuite, on est revenu en bas, mais on n'est pas revenu encore ici. D'accord? Moi, je peux m'attendre à ce que cet actif-là, le prix, revienne sur cette zone-là. Mais par contre, il y a une chose que je ne maîtrise pas, c'est quand. Quand est-ce que cet actif il va revenir? J'en sais rien, mais je me dis que de toute manière, aujourd'hui, même un petit peu moins cher, je serais intéressé à l'acheter. Pourquoi? Alors, voilà. Aujourd'hui, vu qu'on ne connaît pas les marchés, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, le but, il est en fait de toucher de l'argent, peu importe la variation de l'actif. D'accord? Le but, il n'est pas de savoir si ça va monter ou ça va descendre. Ça, d'un côté, on s'en fiche. On sait qu'à long terme, les indices ou le type ETF tracker vont monter. Les actions, elles peuvent baisser et rester en bas tout le temps. D'accord? C'est important de le savoir. Mais pourquoi alors je suis intéressé par cette action-là? Déjà, Arbor Realty Trust, ça nous verse 12,95% de dividendes. Et déjà, rien qu'à partir de là, on a quand même quelque chose qui est intéressant, parce que si chaque année on touche 12% de dividendes, on va bien s'en sortir. Ensuite, le prix, donc le pair, il est de 9,24. Donc là-dessus, ça c'est c'est ce qu'ils appellent des rates. Je ne connais pas exactement l'idéal pour tout ce qui est valorisation de rates. Tout ce que je sais, c'est par exemple quand on prend des bancaires, l'idéal c'est en dessous de 10. Quand on est au-dessus de 10, ça devient un petit peu cher. Et ça, attendez, je vais juste vous montrer. Attendez, que je sois sûr de ce que je fasse. Tac, voilà. Je l'ai lu, donc ce bouquin-là. Tac. Comme ça, vous voyez bien. Et donc, c'est pas moi qui l'invente. Voilà. Ensuite, donc là, on voit les bénéfices, ils dépassent chaque fois les estimations. Donc, c'est très bien. Ensuite, on a un ratio de paiement de dividendes qui est de 120%. Donc ça, c'est pas bon en théorie. Mais vu que c'est un rate, je pense que c'est énormément, vu qu'il y a énormément de dettes dans l'immobilier, je pense que c'est pour ça qu'on arrive à ce genre de ratio. Bien que c'est pas quelque chose avec lequel je suis confortable, mais voilà. Faut que j'investisse, que je me renseigne un petit peu plus là-dessus, parce que là j'ai un petit doute. Mais après je regarde par exemple en fait c'est comment l'entreprise elle évolue. Donc moi je vais regarder les marges nettes, d'accord? Je cherche toujours des marges nettes au-dessus de 10% si possible. Donc là on a du 23, 25, 40, 28, 22. Donc qu'est-ce qu'on voit? On a en fait un chiffre d'affaires qui grandit et en fait des marges qui sont amenées à évoluer et maintenant qui viennent en fait à stagner un petit peu et parce que là en fait je pense que clairement en faisant augmenter leur chiffre d'affaires ils ont augmenté leur dette et donc ça a pesé sur les marges. Donc voilà, et après il y a aussi tout ce qui est taux. Les taux, je pense, vu qu'ils travaillent dans l'immobilier et autres, si la Fed elle monte les taux, ça risque de baisser les marges. Donc voilà, je pense que peut-être que je me plante complètement, si c'est le cas, dites-le moi, mais c'est un petit peu ce que je pense. Donc là, on nous dit d'acheter, très bien, et là aussi, on nous dit d'acheter, de ne pas acheter, c'est égal, c'est neutre. On ne pense pas forcément qu'il va y avoir une valorisation qui va changer. Mais donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je ne vais pas acheter l'action. Parce qu'acheter l'action, ça voudrait dire, ben voilà, je la paye 13, si elle baisse, bon, je vais toucher mon dividende, puis si elle monte, c'est bien et tout. Mais là, je suis plus en fait dans une optique si je l'achète, c'est parce que je fais une bonne affaire, à mon avis. Et peut-être que ce ne sera pas le cas parce que ça va chuter et en fait, ils vont commencer à perdre de l'argent et tout ça. Mais je vous explique, ma philosophie a été de se dire, moi j'aimerais l'acheter environ aux alentours des 10. Et regardez comment j'ai fait. Donc, je vais voir, est-ce qu'on arrive à venir là? Tac, est-ce que je clique là-dessus? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que... Ah, bah voilà, j'ai compris comment faire. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a en fait, si je mets plus... Voilà. Hop, je vais déverrouiller. Il est où mon petit cadenas? Il est là, je vais déverrouiller. Tac, et je vais agrandir cette fenêtre. Hop, je la diminue un
on voit mieux. Donc, je vais refaire mon ticket. Donc, qu'est-ce qu'on a ici, on voit, hop, j'ai vendu un put. Pourquoi? La chose est que j'ai vendu un put de 10, ça veut dire que j'ai touché une prime. Donc, quelqu'un m'a acheté le put. Il m'a dit, ah ben, je pense que ça va descendre en dessous des 10, donc je l'achète. Et j'ai vendu un autre put pour le mois de septembre à 12. Pourquoi? Parce que moi je pense que avant le 20 septembre, on ne descendra pas à 10 ou on ne descendra pas à 12. Mais quoi qu'il en soit, si on vient à descendre, moi je suis prêt à l'acheter. Donc j'ai fait une stratégie que l'on appelle le CSP, c'est le Cash Secure Put. Ce qui veut dire qu'en fait j'ai l'argent en cash pour acheter ces deux actifs si tout d'un coup ils viennent à descendre en dessous des 10 et en dessous des 12 et que je me fais exécuter. Donc l'ordre se fait exécuter ou assigner comme ils appellent ça. Et donc c'est pour ça ici qu'on voit un maintien de marge de 2700 francs dollars. C'est justement parce que j'ai ce maintien de marge dû à mes deux positions. Donc on voit là j'avais j'ai vendu 2 puts à 10 et j'ai vendu un put à 12. Ce qui m'a permis en fait d'encaisser ce qu'on appelle la prime. Donc j'ai encaissé de l'argent. Ensuite, est-ce que là on arrive à voir quand est-ce que VIX, est-ce que là j'arrive à avoir plus d'informations? Voilà, là ça va être super intéressant si on arrive à voir les infos qu'on voulait. Donc là on voit c'était VIX 19 novembre, call 33, ce que je vous ai expliqué, il y en avait deux que j'ai vendus et je les ai vendus à 1.73, donc c'est la preuve de ce que je vous ai dit. Ici, on a aussi TSM que j'ai vendu à 134, le S&P que j'ai vendu à 510 et Google que j'ai vendu à 550, donc 155 comme je vous ai dit. J'ai acheté aussi ces EUNE. Donc là, en fait, qu'est-ce que c'est EUNE? C'est un ETF. On va regarder. On va juste aller sur l'autre, il n'y a pas besoin de rester là. EUNE, tac. Donc c'est un ETF distribuant qui prend les 50 plus gros stocks de l'européen. Donc pourquoi? Parce que je me suis inspiré de Victor Ferry là-dessus, parce que j'aime bien ce qu'il fait. Je suis pas 100% convaincu de sa manière de faire, mais je pense que c'est réfléchi et du moins il amène une bonne valeur ajoutée et j'aime bien l'écouter. Et lui, il a dit qu'il achetait, en fait, pour une raison que j'ai trouvée intéressante, c'est que lui, il mise beaucoup sur le dividende. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait avec ma dernière position sur Arbority Trust, c'est de se dire, si je vais gagner en valeur, bah, tant pis, ma foi, j'ai touché des primes, donc j'ai de toute manière gagné de l'argent. Et si ça baisse, j'achète un actif qui, lui, va me rapporter du 12%, et ce sera même plus que 12% si je l'achète à 10 ou moins. Donc ce sera du 13% par an et je suis tout à fait confortable avec ça d'avoir un actif qui me rapporte autant de dividendes. Et là en fait on a un dividende qui est au-dessus de 3. Et je me suis dit bah en fait c'est assez intéressant parce que c'est un indice. Donc du moment où c'est un indice européen, est-ce qu'il va y avoir de la croissance ou pas de croissance? Je suis assez sceptique sur le fait qu'il y ait de la croissance. Mais après c'est un indice et les indices ont tendance à monter. Là ce qu'on se rend compte c'est qu'on est en dessous notre moyenne mobile, notre RSI on est en dessous, on est toujours en fait sur des points un petit peu haussiers, et là aussi, donc en fait on a une cohérence entre le marché, qui est là, tac, et je refais un trait, notre RSI qui est là. Donc à partir de là, je ne dis pas qu'on est haussier, mais je dis que c'est intéressant. Donc si je prends en daily, donc là on se rend compte, on pourrait le modifier un petit peu mais je ne vais pas le faire. Là on est tombé sur une zone de support et à voir est-ce qu'on va chuter plus bas ou pas. Si on va chuter plus bas, étant donné que c'est un indice, il y a des chances que je renforce un petit peu. Pas beaucoup, hein, j'ai pas acheté beaucoup, hein. J'ai acheté 2 positions, donc c'est juste
à effet de test, quand je parle d'Arboretil Trust, là j'ai 3 options de 100 positions, c'est-à-dire je joue 3000, un peu moins de 3000 francs sur, ou un peu plus de 3000 francs. Donc voilà, c'est quelque chose où j'ai plus de conviction et ça a été vraiment ma réflexion. Donc ça c'est plutôt pour essai. Si on prend d'autres choses que j'avais fait en guillemets pour essai ou pour faire une espèce de thèse, si on peut appeler, c'est pas une thèse, c'était beaucoup plus petit, mais j'ai pris la Pernod Ricard et en fait j'ai noté mes points d'inefficience de marché, d'imbalance qu'on a discuté avant. Ça c'est ce qu'on appelle Wyckoff. Donc Wyckoff c'était un trader américain qui a connu justement le crash de 1920 et qui lui justement avait une théorie donc, qui était plus poussée que juste les zones d'inefficience de marché, mais enfin qui parlait en fait, il y avait la main forte et la main faible. Grosso modo, il y avait les institutionnels et ce qu'on appelle la dumb money, donc les retail, donc nous qui sommes chez nous en train de trader, on écouler les marchés et faire ce qu'on peut. Je vais juste arrêter ça vu que je vous ai montré ce que j'avais fait. C'était vous? Oui. Donc voilà. C'est pas grave si ça veut rien dire en page, ça me gêne pas. J'ai juste envie que la page se ferme. Ce qui est le cas. Très bien. Et donc, en lisant ce bouquin, que j'ai pris sur Kindle d'ailleurs, qui est très intéressant, en fait, on parle un petit peu de ça et je me suis dit, bon, bah, je vais créer ces zones d'inefficience de marché et la théorie, elle veut qu'on revienne chaque fois sur ces zones. Et bah, la théorie, elle veut que ça a marché. Donc ici, on est revenu dedans. Voilà. Donc, si on veut bien, ici, on était revenu sur cette zone d'inefficience de marché. Là, on avait touché celle-ci, celle-là et celle de 120. Et là-dessus, moi, j'avais dit, donc c'était dans ma newsletter que j'ai pour mes abonnés, dans laquelle à chaque fin de mois, en fait, je leur explique dans quoi je vais investir et pourquoi je vais investir dans ces actions. Et là, bah, c'est très intéressant parce qu'on est venu justement chaque fois taper ces chiffres-là et j'avais dit qu'on pouvait attendre d'avoir un actif, on était là, qui tombe sur les 120 $. Donc quand je l'ai dit, on était ici, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait prédire, à part justement ces zones d'inefficience de marché que j'ai tracées, qui pouvait prédire le cheminement de l'actif, ce qui s'est vraiment réalisé. Donc voilà. Et je crois que c'est tout. C'est tout ce que je voulais plus ou moins dire là-dessus. Voilà. Donc c'est comme ça que je vais gérer un petit peu ce crash ou ce crack. Je vais essayer de faire un ou deux live, enfin pas un live, mais une ou deux vidéos de temps en temps, peut-être live aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés. Et le but, il est justement qu'on apprenne un peu ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir notre portefeuille dans cette situation.